Je peux faire des choses sur le plan financier. Ce serait très mauvais pour la Russie. Je ne veux pas faire ça parce que je veux obtenir la paix. Je veux voir la paix et nous verrons. Mais sur le plan financier, ouais, on pourrait faire des choses très mauvaises pour la Russie. Et dans ces conditions, il me semble, pour la partie ukrainienne, très bien, ce serait d'obtenir un cessez-le-feu d'au moins 30 jours. Et nous sommes pour. Mais il y a un détail. En quoi cela consiste-t-il ? La première chose que nous allons faire avec cette zone d'intrusion dans la région de Kouïsk, si nous arrêtons les combats pendant 30 jours, qu'est-ce que cela signifie ? Quoi ? Tous ceux qui sont là-bas vont sortir sans se battre ? Nous devons les libérer. Après qu'ils aient commis une multitude de crimes contre des civils. Quel est donc l'intérêt d'accorder à l'Ukraine un cessez-le-feu de 30 jours alors qu'elle rejette expressément les conditions fondamentales posées par la Russie? Donc en ce qui concerne le Groenland, oui, nous ne rejoignons pas les États-Unis. Je laisserai cela de côté pour moi, cette discussion, parce que je ne veux pas entraîner l'OTAN là-dedans. Mais en ce qui concerne le Grand Nord et l'Arctique, vous avez tout à fait raison. Les Chinois utilisent maintenant ces routes. Nous savons que les Russes se réarment. Nous savons que nous manquons de brise-glace. Donc, les 7. Hors Russie, il y a 7 pays arctiques qui coopèrent sous l'égide des États-Unis. Il est important de s'assurer que cette région reste sûre. On sait que ça change là-bas, on doit y être. Vous savez, c'est une question très importante et nous avons clairement dit que nous n'accepterons jamais un conflit gelé. Nous sommes définitivement contre et voici les nôtres. Et les positions coïncident complètement avec celles de nos partenaires américains. Ils sont également contre le conflit gelé, ils sont aussi contre ce qu'on appelle le Minsk 3 ou toutes sortes de conditionnalités. Et c'est une sorte d'intelligence. Le président russe a fait preuve d'une remarquable maîtrise de la diplomatie internationale en répondant avec élégance à la question sur la trêve de 30 jours, en exprimant sa gratitude envers Donald Trump, ainsi qu'aux dirigeants de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, bref, aux BRICS, pour leurs efforts en faveur de la paix. Vladimir Poutine a habilement contourné le piège diplomatique de la situation, c'est-à-dire comment rejeter les accusations dirigées contre la Russie sans céder aux pressions occidentales, tout en évitant d'apparaître comme un partisan du conflit. Vu qu'on accuse la Russie de ce qu'ils ne sont pas. Donc comment rejeter ces accusations tout en ne cédant pas aux pressions de l'Occident, c'est-à-dire comme on les accuse de faire X et Y choses et que l'Occident leur fait comprendre que bon, pour ne plus qu'on vous accuse de ça, faites ce que l'on dit. Il a donc trouvé le moyen de rejeter les accusations sans faire ce que l'Occident dit, tout en n'apparaissant pas comme étant quelqu'un qui veut continuer la guerre. Et c'est beau, c'est subtil, c'est magnifique. C'était si maîtrisé. La subtilité du positionnement de Poutine est apparue clairement le 14 mars, lorsqu'il s'est rendu dans un poste de commandement dans la région de Koursk, en étant habillé d'un uniforme de camouflage, ce qui est rare. Et il a fixé pour objectif une victoire rapide sur les forces adversaires retranchées dans cette zone. Cette déclaration qui assimile les combattants et les mercenaires ennemis à des terroristes ont pris une nouvelle dimension, ce qui renforce l'argumentation russe. Il est évident que les extrémistes ukrainiens doivent être sanctionnés pour leurs exactions à Koursk et ailleurs, sans quoi toute idée de trêve serait illusoire. D'ailleurs, la région de Koursk ne représente qu'une fraction des 2000 km de ligne du front. Et à aucun endroit, les forces armées ukrainiennes n'ont manifesté la moindre volonté de désescalade ou encore de retrait. À aucun endroit, malgré ces airs de calme apparents, Kiev n'a donné aucun ordre en ce sens et ne compte pas le faire. Bien au contraire, elle intensifie ses incursions dans les zones frontalières russes et admet ouvertement qu'un cessez-le-feu lui permettrait d'accélérer sa mobilisation. Qui alors garantirait que l'Ukraine va respecter les accords? Qui va s'assurer qu'elle ne va pas profiter de la trêve pour réarmer et renforcer ses positions? Aujourd'hui, Kiev n'a plus de véritable garant et la situation juridique très incertaine de Zelensky, vu son statut, compromet encore plus davantage le respect de tout engagement, y compris celui d'un cessez-le-feu. Parce qu'ils vont signer là et après on va dire que non, Zelensky n'était pas habilité à faire ce genre de signature. Bon, vous faites alors comment? Résultat, la Russie ne peut pas accepter une trêve pour la trêve improvisée. C'est impossible. Sans garantie, sans mécanisme de contrôle et sanction pour ceux qui ont envahi son territoire. Il appartient aux États-Unis de poser maintenant les bases solides avant toute discussion. Ce qui prendra sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pendant ce temps, la Russie avance. La Russie ne manque ni de temps, ni d'initiative offensive. Et en parallèle de ça, Alexandre Loukachenko a opportunément réaffirmé l'engagement de la Biélorussie aux côtés de ses alliés russes. Une prise de position qui a probablement conduit Donald Trump à faire preuve de prudence en qualifiant les propos de Poutine de prometteurs mais incomplets. La balle est désormais dans le camp de Washington. On peut lire là, hier Poutine envoie un message fort à l'Occident en apparaissant pour la première fois peut-être
piètre, vêtu d'une tenue de camouflage militaire complète. Il lui est arrivé de porter une veste de camouflage par-dessus son costume lors d'une inspection du QG de l'état-major. Et d'autres fois, il portait un ensemble d'uniformes comme lors de visites du siège du groupe Dniepr près de Kherson en 2023. Mais c'est apparemment la première fois qu'il porte un ensemble complet de camouflage militaire pour se présenter comme commandant en chef en temps de guerre. Le message est clair, nous sommes prêts à mener ce conflit jusqu'au bout si nos revendications ne sont pas satisfaites. Peskov, pour sa part, interpréta un peu différemment. Il a admis que l'uniforme était en réalité un message délibéré, non belliqueux, mais plutôt une manifestation de la détermination à vaincre l'ennemi dans la région de Koursk, plus précisément. Question concernant l'uniforme du président. Vous avez dit que c'était une décision du commandant en chef. Mais beaucoup discutent, bien sûr, des signaux qu'il y a quelque chose que nous devons lire dans cette apparition du président. C'est plutôt un signal de détermination dans un avenir très proche. Statut complète. Voici cette section distincte, l'opération sur une section distincte pour la libération de la région. Des militants et l'opération, comme cela a été rapporté hier à Poutine, est entrée dans sa phase finale. Donc nous espérons que dans un avenir très proche, nous pourrons déjà respirer tranquillement à cet égard. Peskov, dans cette déclaration, se montre diplomate, sans vouloir bouleverser les choses. Mais il est évident que ce symbolisme fort, déployé alors que l'équipe de négociation américaine se rendait en Russie, servait à renforcer l'idée que la Russie a les cartes en main. C'est d'autant plus vrai que Trump venait également de faire monter la pression en affirmant qu'il pourrait dévaster la Russie économiquement si elle choisissait de ne pas jouer le jeu du cessez-le-feu bricolé de manière amateur. Ouais, faire pression sur la Russie, que faire? On peut, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. On peut faire pression, on peut faire ça avec la Russie. Des choses que vous pourriez faire qui ne seraient pas agréables sur le plan financier. Je peux faire des choses sur le plan financier, ce serait très mauvais pour la Russie. Je ne veux pas faire ça parce que je veux obtenir la paix. Je veux voir la paix et nous verrons. Mais sur le plan financier, ouais, on pourrait faire des choses très mauvaises pour la Russie. Ce serait dévastateur pour la Russie, mais je ne veux pas faire ça parce que je veux voir la paix. Et avec, on se rapproche peut-être de quelque chose de concret. Le choix vestimentaire de Poutine aurait probablement pu être une réponse à la menace pas si subtile de son homologue américain. Et avant même d'aborder les négociations et la réponse de Poutine à propos de la menace évoquée plus haut, il semblerait qu'une grande partie de ce à quoi Trump faisait peut-être référence soit déjà entré en vigueur. Il s'agit des exemptions accordées à Biden autorisant les banques russes sanctionnées à traiter les paiements européens pour vendre du pétrole jusqu'au 12 mars 2025. Trump, semble-t-il, aurait refusé de prolonger cette période, ce qui signifie qu'à compter du 13 mars, une nouvelle mesure de restriction majeure des ventes du pétrole russe devrait être mise en place, du moins en théorie. Et voici le papier ordonnant cela qui est montré. La Maison-Blanche reste intentionnellement muette sur la question à des fins de levier, mais pourrait prolonger l'exemption, même si pour l'instant elles sont expirées. Pour le moment, l'administration reste muette. Mais voici ce qu'a écrit mercredi Jackie Enrich, correspondant principal de Fox à la Maison-Blanche, quelques heures après l'expiration de la dérogation. On ignore si le président Trump a renouvelé la dérogation relative à la licence générale russe 8L, qui permet à d'autres pays d'acheter du pétrole russe en dollars américains et via le système de paiement américain. La dérogation de Biden est expirée à minuit. Si le président des États-Unis ne le réédite pas, les prix du pétrole pourraient augmenter de 5 $ le baril selon certaines estimations. Mais s'il le faisait, il pouvait essuyer les mêmes critiques que Biden, qui accuserait ce document de jouer en faveur de Poutine. La porte-parole de la Maison-Blanche nous a indiqué qu'elle ne croyait pas à une réédition du document, mais qu'elle vérifierait la situation. Le Trésor, l'État et la Maison-Blanche n'avaient pas de réponse à nous donner hier, avant la date limite. Voilà. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description.
Revenons au sujet. Donc, selon les projections qu'on vient de lire là, cette mesure pourrait augmenter le prix du pétrole de 5 $ le baril, ce qui constituerait évidemment une aubaine pour la Russie, à condition qu'elle continue de trouver les moyens de contourner les restrictions grâce à ses portes dérobées secrètes et à des flottes de navires fantômes. Il faudrait garder à l'esprit que couper l'Union européenne du pétrole russe serait sans doute bien plus préjudiciable pour l'Union européenne qu'à la Russie, ce qui constitue un double avantage pour Poutine. Non seulement les profits pétroliers russes augmenteraient potentiellement, mais l'Union européenne elle-même serait pénalisée économiquement et souffrirait de l'inflation et se retrouverait dans une situation encore plus précaire pour soutenir militairement l'Ukraine. On peut toutefois supposer que Trump a ou pense avoir plus d'une arme dans son arsenal, comme l'a laissé entendre Scott Bessent. Il a fait comprendre que l'administration Trump imposera sans hésitation les sanctions les plus sévères contre la Russie si cela est nécessaire au succès des négociations sur un règlement ukrainien. Passons maintenant à la réponse de Poutine à l'offre de cessez-le-feu. Cela concerne la préparation de l'Ukraine à un cessez-le-feu, je vais maintenant dire, bien sûr comme je l'évalue, mais avant tout, je voudrais commencer par adresser mes remerciements au président des États-Unis, Tony Trump, pour l'attention qu'il porte à mon pays, à la résolution en Ukraine. Juste beaucoup d'attention. Nous avons tous nos affaires en cours, mais les dirigeants des États et le président de la République populaire de Chine, le Premier ministre indien, ainsi que les présidents du Brésil et de la République d'Afrique du Sud s'occupent de cette question et y consacrent beaucoup de temps. Nous les remercions tous pour cela. Nous leur sommes reconnaissants parce que cette activité vise à atteindre une noble mission, celle de mettre fin aux hostilités et aux pertes humaines. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec les propositions de mettre fin aux hostilités, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu, cela doit être tel que cela conduirait à une paix durable et éliminerait les causes initiales de cette crise. Maintenant, de préparation, l'Ukraine à la cessation des hostilités. Vous savez donc la rencontre américaine lors de la réunion en Ukraine en Arabie Saoudite, elle semble extérieurement, semble être la prise de décision par la partie ukrainienne sous la pression américaine. En fait, je suis absolument convaincu que la partie ukrainienne devrait demander cela. Je demande aux Américains, de manière très pressante, compte tenu de la situation qui se dessine, comme cela vient d'être dit, sur le terrain. Et comment cela se passe-t-il ? Eh bien, sûrement beaucoup ont remarqué, ont vu que hier j'étais à la région kurde et j'ai écouté les rapports du chef d'état-major général, du commandant du groupe Nord et de son adjoint, concernant la situation à la frontière, tout d'abord dans la région de Koursk, plutôt dans la zone d'incursion dans la région de Koursk. Que se passait-il là-bas ? La situation là-bas est complètement sous notre contrôle et le groupe qui a envahi notre territoire est en isolation, c'est une isolation totale et complète. Amen. Contrôle de feu. Gestion des troupes ukrainiennes à l'intérieur de cette zone d'invasion perdue, si au début, il y a à peine une semaine ou deux, les militaires ukrainiens essayaient de sortir de là en grands groupes. Maintenant, c'est impossible. Ils essaient de sortir de là en très petits groupes, 2-3 personnes, parce que tout est sous notre contrôle total de feu. La technique est complètement abandonnée. Il est impossible de l'évacuer. Elle y restera, c'est déjà garanti. Et si dans les prochains jours, un blocage physique se produit, alors personne ne pourra sortir. Il n'y aura que 2 façons de se rendre, être capturé ou mourir. Et dans ces conditions, il me semble, pour la partie ukrainienne, très bien, ce serait d'obtenir un cessez-le-feu d'au moins 30 jours. Et nous sommes pour. Mais il y a un détail. En quoi cela consiste-t-il ? La première chose que nous allons faire avec cette zone d'intrusion dans la région de Koursk, si nous arrêtons les combats pendant 30 jours, qu'est-ce que cela signifie ? Quoi ? Tous ceux qui sont là-bas vont sortir sans se battre ? Nous devons les libérer. Après qu'ils aient commis une multitude de crimes contre des civils, la direction ukrainienne nous donnera l'ordre de déposer les armes. Il va simplement se rendre. Comment cela va-t-il se passer ? C'est incompréhensible.
et comment vont être résolus les autres problèmes sur toute la ligne de contact. Et c'est presque 2000 kilomètres. Et là, comme vous le savez, les troupes russes avancent pratiquement sur tous les fronts de contact. Et là aussi, des conditions sont créées pour que nous puissions bloquer des unités entières assez importantes. Donc ces 30 minutes seront là. Comment utiliser pour que cela continue en Ukraine? C'est mobilisation forcée pour que des armes y soient envoyées, pour que former les nouvelles unités mobilisées ont été formées ou rien de tout cela ne sera fait. Alors, la question se pose, comment les questions seront-elles résolues? Comment nous pouvons et comment nous sera-t-il garanti que rien de tel ne se produira? Comment le contrôle sera-t-il organisé? J'espère qu'à un niveau de bon sens, c'est clair pour tout le monde. Ce sont toutes des questions sérieuses. Donc, qui donnera les ordres pour arrêter les hostilités? Et quel est le prix de ces ordres? Vous vous rendez compte, presque 9000 kilomètres, qui déterminera où et qui a violé. Un éventuel accord sur un cessez-le-feu sur une distance de 2000 kilomètres. Et ensuite, qui va rejeter la faute sur qui? Les violations de cet accord. Ce sont toutes des questions que nécessitant leurs chercheurs minutieux des deux côtés. Donc l'idée en elle-même est bonne, et nous, sans aucun doute, nous la soutenons. Mais il y a des questions que nous devons discuter. Et je pense que nous devons en discuter avec nos collègues et partenaires américains à ce sujet. Peut-être qu'il faudrait appeler le président Trump et en discuter avec lui. Mais l'idée en elle-même, finition, terminer ce conflit par des moyens pacifiques et soutenu par nous. Tout d'abord, Poutine soulève des points intéressants. Une grande partie de cette tentative de cesser le feu précipité semble prometteuse sur le papier, mais elle est irréaliste en pratique. Comment pourrait-elle être applicable? Et quel est l'intérêt de la Russie dans ça? L'autre chose, c'est que l'Ukraine vient de publier ses propres lignes rouges qui contreviennent à pratiquement toutes les exigences les plus importantes de la Russie. C'est-à-dire, l'Ukraine a présenté aux États-Unis ses lignes rouges pour les négociations de paix. Aucune restriction sur la bataille de l'armée, aucune restriction à la participation de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. La Russie ne devrait pas avoir droit de veto sur la participation de l'Ukraine aux organisations internationales. Donc, quel est donc l'intérêt d'accorder à l'Ukraine un cessez-le-feu de 30 jours alors qu'elle rejette expressément les conditions fondamentales posées par la Russie? L'autre point peu évoqué est que la Russie est la seule partie de cet accord qui n'y gagne pratiquement rien. Et cela s'applique au règlement du conflit plus large, discuté du point de vue des États-Unis. L'hypothèse principale des États-Unis est que la Russie sera autorisée à conserver certains territoires qu'elle détiendrait déjà, tandis que l'Ukraine se verrait octroyer de nouveaux avantages, qu'il s'agisse de son admission dans un bloc, de financement et d'aide supplémentaires, etc. Mais réfléchissez-y, la Russie contrôle déjà les territoires qu'elle a conquis. Personne n'a le droit de les lui céder par quelconque saut d'approbation. La Russie les possède déjà. Alors, quel est l'intérêt exact de la Russie d'accepter ces accords? On va dire qu'ils peuvent garder des territoires qu'ils possèdent déjà. C'est ça la question que la Russie pose. Si la Russie n'a pas d'accord, elle pourra conserver les territoires actuels. Et si elle a les accords, elle pourra quand même conserver les territoires actuels. Mais avec une certaine quasi-légitimation. Mais légitimation qui n'aura de toute façon pas d'importance, puisque l'Ukraine a expressément déclaré qu'elle ne légitimerait jamais aucun territoire annexé. Donc elle ne va jamais accepter qu'aucun territoire annexé par la Russie reste au niveau des Russes. La situation empire. Aujourd'hui, Trump a même suggéré que la Russie pourrait être contrainte à restituer la centrale nucléaire de Zaporojie à l'Ukraine dans le cadre de l'accord de paix final. Eh bien, j'aimerais voir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et nous n'avons pas, vous savez, de travailler dans l'ombre. Nous avons discuté avec l'Ukraine des terres et des parcelles de terre qui seraient conservées ou perdues et tous les autres éléments d'un accord final.
Il y a une centrale électrique impliquée, vous savez, une très grande centrale électrique. Qui va obtenir la centrale électrique et qui va avoir ceci et cela? Et donc, vous savez, ce n'est pas un processus facile. Mais la première phase, c'est le cessez-le-feu. Beaucoup des sujets individuels ont été discutés. Nous avons discuté des concepts de terre car vous ne voulez pas perdre de temps avec le cessez-le-feu si c'est inutile. Nous disons, voici ce que vous pouvez obtenir, ce que vous ne pouvez pas obtenir. Ils discutent de l'OTAN, d'être dans l'OTAN. Et tout le monde sait quelle est la réponse à cela. Ils connaissent cette réponse depuis 40 ans pour être juste. Donc, beaucoup de détails d'un accord final ont effectivement été réglés. Discutés. Maintenant, nous allons voir si la Russie est présente. Et si elle ne l'est pas, ce sera un moment très décevant pour le monde. Il n'écoute littéralement aucune des conditions ou des exigences de la Russie. La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'aucun territoire ne pouvait être cédé à l'Ukraine, car cela est désormais inscrit dans la constitution russe. À quel point Trump doit-il être dans l'illusion pour croire, même vaguement, que la Russie allait céder la plus grande centrale nucléaire d'Europe à l'Ukraine? Cela ne fait que confirmer ce qui a été dit la dernière fois. L'équipe américaine ne prend pas ces négociations au sérieux et se contente de lancer des choses comme ça à l'improviste pour pouvoir rapidement marquer des points politiques. Cette mascarade continue également de mettre en lumière l'incroyable hypocrisie de l'ordre fondé sur les règles de l'Occident. Le jour même où Trump et les Occidentaux tentaient de culpabiliser la Russie pour l'obliger à conclure un accord de cessez-le-feu défavorable, Trump lui-même menaçait d'annexer de force le territoire d'un autre membre de l'OTAN devant le Reich Marshal de l'OTAN en personne, rien de moins. Groenland, quelle est votre vision sur la possible annexion du Groenland et sur la manière d'en tirer le potentiel? Je pense que cela va arriver. Non, et moi, Didier, je pense. Je n'y avais pas réfléchi auparavant, mais je suis avec un homme très instrumental. Marc, nous avons besoin de cela pour la sécurité internationale. Nous avons beaucoup de nos joueurs préférés qui naviguent le long de la côte et nous devons faire attention et nous allons vous parler. C'est une question tout à fait appropriée, vraiment une question très appropriée. Merci beaucoup. Donc, l'Arctique, donc ce que vous avez fait. Donc, en ce qui concerne le Groenland, oui, nous ne rejoignons pas les États-Unis. Je laisserai cela de côté pour moi, cette discussion, parce que je ne veux pas entraîner l'OTAN là-dedans. Mais en ce qui concerne le Grand Nord et l'Arctique, vous avez tout à fait raison. Les Chinois utilisent maintenant ces routes. Nous savons que les Russes se réarment. Nous savons que nous manquons de brise-glace. Donc, les 7. Hors Russie, il y a 7 pays arctiques qui coopèrent sous l'égide des États-Unis. Il est important de s'assurer que cette région reste sûre. On sait que ça change là-bas, on doit y être. Nous venons d'avoir une élection là-bas l'autre jour. Avez-vous vu un référendum, un plébiscite, où le peuple du Groenland pourrait décider s'il veut devenir partie des États-Unis? Oui, c'était une bonne élection pour nous, comme tu le sais. Ce n'était pas un référendum. Ça ne s'appellerait pas comme ça. C'était une élection individuelle. Mais la personne qui a le mieux réussi est une très bonne personne en ce qui nous concerne. Et donc nous en parlerons. Et c'est très important. Marc a mentionné le mot brise-glace. Donc nous sommes en train de commander 48 brise-glaces. Et le Canada veut savoir s'il pourrait les utiliser. J'ai dit, eh bien, tu sais, il faut payer pour ça. Pensez-y, Canada. Nous payons pour leur armée. Tu sais, le Canada paye très peu pour leur armée parce qu'ils pensent que nous allons les protéger. Mais même avec les brise-glaces, nous allons en commander 48 et le Canada veut faire partie de l'accord. Je dis, il faut que tu aies tes propres brise-glaces. Et si tu es un État, tu peux faire partie de l'accord. Mais si tu es un pays séparé, tu vas devoir avoir tes propres brise-glaces. La Russie, comme tu le sais, en a environ 40. Et nous avons un grand brise-glace. Mais toute cette zone devient très importante. Pour beaucoup de raisons, les routes sont très directes vers l'Asie, vers la Russie. Et tu as des navires partout. Et nous devons avoir une protection. Donc, nous allons devoir conclure un accord à ce sujet. Et le Danemark n'est pas en mesure de faire ça. Le Danemark est très loin. Il n'a vraiment rien à faire. Que se passe-t-il? Un bateau a accosté il y a 200 ans et ils disent qu'ils ont des droits sur ça. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais nous avons traité avec Danemark, nous avons traité avec Groenland, et nous devons le faire. Nous en avons besoin pour la sécurité nationale. Je pense que c'est pourquoi l'OTAN pourrait devoir s'impliquer d'une certaine manière, parce que nous avons vraiment besoin du Groenland pour la sécurité nationale. C'est très important. Vous savez, nous avons déjà quelques bases au Groenland, et nous avons pas mal de soldats. Et peut-être que vous verrez de plus en plus de soldats y aller. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Pete? Alors,
Ne réponds pas à ça, Pete. Ne réponds pas à cette question. Mais nous avons des bases, et nous avons pas mal de soldats au Groenland. En tant qu'État, ce serait l'un des grands États de toute façon. Ce serait le pays le plus incroyable visuellement. Si vous regardez une carte, ils ont tracé une ligne artificielle juste au milieu entre le Canada et les États-Unis, juste une ligne droite artificielle. Quelqu'un l'a faite il y a longtemps, il y a de nombreuses décennies, et ça n'a aucun sens. C'est tellement parfait. En tant que grand et précieux État, en gardant le Canada, l'hymne national, j'adore ça, je pense que c'est génial. Gardez-le, mais ce sera pour l'État, l'un de nos plus grands États, peut-être notre plus grand État. Mais pourquoi devrions-nous subventionner un autre pays 200 milliards de dollars? C'est 200 milliards de dollars par an. Pas besoin de leur bois, pas besoin de leur énergie. On n'a besoin de rien, pas besoin de leur voiture. Je préférerais de loin fabriquer les voitures ici. Et il n'y a rien dont nous ayons besoin. Il y aura un petit dérangement, mais ça ne durera pas longtemps. Ils ont besoin de nous. Nous n'avons pas besoin et devons faire ça. Nous ça, oui. Oui, j'ai été très claire sur le fait que l'OTAN doit se renforcer, même si de grands progrès ont été réalisés lors du premier mandat. Comment envisagez-vous ce nouvel Atlantique? Vous parlez de l'OTAN qui doit se renforcer? Eh bien, l'OTAN se renforce pour cet homme. Cet homme est un homme qui sait seulement comment se renforcer. Et nous avons le même objectif en tête. Nous voulons que la guerre se termine. Et il fait son travail. Il sait comment bien faire son travail. C'est pourquoi je me suis battu pour qu'il obtienne ce poste, parce qu'ils avaient d'autres candidats qui, je vous le dis, n'auraient pas fait un très bon travail. J'ai vraiment besoin de cette partie du film pour ma très chère famille. Nous allons lui faire un voyage à propos de cette petite dernière déclaration. Le reste des déclarations, mais il s'en fiche. Les informations persistantes selon lesquelles une intervention militaire forcée visant à s'emparer du Groenland serait toujours d'actualité sont particulièrement scandaleuses. Même le président de la commission de la défense danoise a été contraint de réagir à cet acte hostile. Javlov fait référence au nouveau sondage qui montre que 85% des Groenlandais ne souhaitent pas intégrer les États-Unis. L'hypocrisie est d'autant plus scandaleuse que, dans la vidéo, Trump évoque même un éventuel référendum sur l'adhésion du Groenland aux États-Unis. Donc, les référendums ne sont pas démocratiques lorsqu'il s'agit de la Russie en Crimée, dans le Donbass et ailleurs, mais sont démocratiques et acceptables lorsqu'il s'agit des États-Unis. Pourquoi? L'ironie n'a pas échappé à de nombreux observateurs qui ont constaté que les États-Unis représentent désormais une menace plus directe pour l'OTAN que la Russie ne l'a jamais été. La Russie n'a jamais même évoqué la possibilité de s'emparer par la force d'un territoire de l'OTAN, tandis que les États-Unis en parlent ouvertement, rappelant que l'objectif supposé de l'OTAN est de protéger ses membres. Un fait dont l'alliance défensive, entre guillemets, se targue avec tellement d'orgueil lorsqu'elle nous rappelle constamment que l'OTAN ne vise pas principalement la Russie. C'est ça même. Alors qu'on sait très bien comment est-ce que l'OTAN a été fabriqué. Rien ne prouve mieux le contraire aujourd'hui. L'Alliance a désormais démontré sans l'ombre d'un doute que son seul but est de menacer et de faire la guerre à la Russie. Tandis que le volet défense est une fausse piste totalement bidon, étant donné qu'un des membres fondateurs de 1949 est maintenant menacé d'une invasion hostile et que le chef de l'OTAN en personne, le chef de l'OTAN lui-même, n'a pas pris la peine de montrer la moindre inquiétude. Sans parler de ses prétendues nouvelles. Là, on ne l'évoque même pas. L'autre contradiction flagrante de la position absurde de Trump a été révélée lorsqu'il a choisi d'intensifier les sanctions et les pressions contre la Russie. En effet, Trump a affirmé que les États-Unis n'ont aucun intérêt dans le conflit et ne sont fondamentalement ni d'un côté ni de l'autre, alors qu'il avait même précédemment suggéré que le conflit n'était pas imputable à la Russie. Il s'est présenté comme un acteur neutre dont le seul désir était de mettre fin au bain de sang, quelles que soient les modalités et le vainqueur. Mais ses actions ont révélé cette fraude. S'il voulait mettre fin au conflit au plus vite, il cesserait d'approvisionner l'Ukraine, ce qui mettrait fin à l'effusion de sang qui, selon lui tient tellement à cœur, et l'Ukraine serait contrainte de capituler. Au lieu de cela, il a ouvertement choisi de prolonger le conflit, car il est évident qu'en fournissant l'Ukraine, la Russie ne ferait que continuer la guerre aussi de son côté, ce qui fait que les deux camps allaient poursuivre indéfiniment, du moins jusqu'à ce que l'un perde complètement. Donc, certes, de nombreuses actions en coulisses se déroulent actuellement
dont nous ignorons l'existence, ce qui pourrait à terme justifier les manigances superficielles de Trump. Trump pourrait se sentir contraint de soutenir l'Ukraine pour l'instant, tout en maintenant ses plans pour pouvoir affaiblir Zelensky et tenter de mettre fin à la capacité de combat de l'Ukraine. Après tout, la reprise de l'aide américaine ne concerne pas une nouvelle aide en armement, mais simplement la reprise du maigre financement déjà prévu par Biden. Pour en revenir au rejet diplomatique du cessez-le-feu par Poutine, une dernière remarque s'impose. La Russie opère de manière suivante. Les diplomates et les fonctionnaires subalternes jouent les méchants et s'expriment directement sur la dure réalité, tandis que Poutine est contraint de jouer un rôle plus subtil et ambigu d'homme d'État et de pacificateur, notamment pour préserver son image auprès des alliés importants comme la Chine. Bref, comme tous les BRICS là. Son rejet de l'accord a été perçu comme une acceptation par beaucoup, suscitant un tollé du côté de l'Occident. Mais comme toujours, ce sont les conseillers et les fonctionnaires qui ont relayé le message. C'est dans ce cas que l'assistant de Poutine en matière de politique étrangère a fait des déclarations. Moi-même, j'ai été assez solidaire ces derniers temps, des contacts téléphoniques réguliers avec Mike Hulse. Et hier, il m'a appelé et informé des principaux résultats des négociations avec la délégation ukrainienne à Jeddah. J'ai naturellement commenté l'accord atteint sur le cessez-le-feu temporaire et j'ai exposé notre position concernant le fait que c'est n'est rien d'autre qu'une pause temporaire pour les militaires ukrainiens. En réalité, rien de plus. Nous pensons que notre objectif reste tout de même un règlement pacifique à long terme. Nous aspirons à cela, un règlement pacifique qui tienne compte des intérêts légitimes de notre pays, de nos préoccupations qui sont bien connues. Voici donc des étapes qui imitent. Les actions pacifiques, il me semble, ne sont utiles à personne. Il dit très clairement que la position actuelle de cessez-le-feu n'est rien d'autre qu'un répit pour permettre à l'Ukraine de retrouver sa force. Ce que Poutine a sous-entendu, même s'il tourne autour du pot. Plusieurs autres personnalités ont également répété cela, dont Lavrov. Notez également que le titre du Wall Street Journal que vous voyez là reconnaît la futilité du cessez-le-feu négocié sans aucun fondement. La Russie ayant toutes les cartes à main et aucune motivation. Rappelons-nous le raisonnement puéril de Rubio. La Russie devrait simplement rendre service aux États-Unis et faire un geste de bonne volonté. Les gars là sont fous, ouais. En fin de compte, la manière dont Poutine a rejeté cette proposition était bien résumée par un analyste. Vous savez, c'est une question très importante et nous avons clairement dit que nous n'accepterons jamais un conflit gelé. Nous sommes définitivement contre, et voici les nôtres, et les positions coïncident complètement avec celles de nos partenaires américains. Ils sont également contre le conflit gelé, ils sont aussi contre ce qu'on appelle le Minsk 3 ou toutes sortes de conditionnalités. Et c'est une sorte d'intelligence. Et ça, comme le mémorandum de Budapest ou d'autres qui malheureusement n'ont pas fonctionné, tout le monde en est conscient, tout le monde ont fait leur présentation. Et c'est précisément pour cela que le travail, vous savez, cette rencontre, ces accords, je considère que c'est une rencontre très réussie, mais ce n'est que le début. Et nous avons un grand travail devant nous. L'essentiel, c'est que l'Ukraine n'est pas seule. L'Ukraine est avec ses partenaires. Nous sommes également en contact permanent avec nos partenaires européens. Nous les informons de ce qui se passe. Et je pense que ceux qui ont suivi ont même vu une disposition séparée qui est enregistrée à ce sujet. Nous avons convenu avec nos partenaires américains que représentants européens participeront forcément au processus de paix. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Dans ce contexte, quel peut être bien l'objectif d'un cessez-le-feu de 30 jours, si ce n'est de permettre à l'Ukraine de souffler un peu, de se reconstituer, de reconstituer ses réserves et de réaliser des avancées décisives sur le front. Enfin, une mise à jour du champ de bataille. Voici ça. Remarquez le cercle jaune ci-dessus. Dans la vidéo d'introduction des déclarations de Poutine, il a chargé le général d'envisager la création d'une zone de sécurité le long de la frontière russe, ce qui est interprété comme une zone tampon du côté de Soumy. Certes, certaines des positions ci-dessus avaient déjà été prises au cours des dernières semaines et des derniers mois, mais les forces russes ont maintenant avancé et gagné plus de territoire. Et voici les cartes qui montrent cela. Nous verrons quelle est l'ampleur de la zone tampon envisagée par Poutine ou s'il s'agit simplement d'un euphémisme pour désigner la poursuite de l'assaut contre Soumy elle-même. En fin de compte, les Russes auront probablement pour priorité de reconquérir l'intégralité des territoires russes légitimes, c'est-à-dire les restes de Luhansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson. Il serait illogique de donner la priorité à la libération de Soumy et Kharkov avant la libération des citoyens russes de ces 4 régions. Mais bien sûr, en fonction
fonction des réserves, des capacités restantes de la Russie, une pression accrue sur Kharkov et Soumy peut toujours être utilisée pour pouvoir faciliter la prise des autres régions légalement reconnues. Au moment où l'opération s'achevait, Zelensky a d'ailleurs officiellement déclaré qu'elle avait été un grand succès, n'est-ce pas, non? Prenons, par exemple, l'opération de Koursk. C'est l'une de nos victoires. Je pense que l'une des plus grandes victoires, pas seulement l'année dernière, mais tout au long de la guerre, c'est que la Russie a dû retirer presque 60 000 troupes du front ukrainien pour s'en occuper. Peut-être il utilise une certaine mesure du succès qui nous est inconnu. Accordons-lui le bénéfice du doute. Celui qui a écrit l'article, c'est un moqueur. Alors, est-ce que la balle est de retour dans le camp de Trump? Partagez votre avis. Voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.